Brandon, un étudiant de première année de 19 ans du Minnesota, disparaît après un appel de 47 minutes passé à ses parents. L'appel se conclura par des cris de leur fils. Voici leurs histoires. Brandon Swanson est né le 30 janvier 1989. Originaire de Marshall, dans le Minnesota aux États-Unis, il est diplômé de la Marshall High School en 2007. Il a choisi ensuite d'étudier les énergies éoliennes pendant une année sur le campus du Minnesota à Canby. L'année universitaire du Minnesota West College s'est terminée le 13 mai 2008. Brandon a célébré la fin des cours avec ses amis dans la ville de Lynn. Au cours de ces deux soirées différentes, il aurait été vu en train de consommer de l'alcool, mais, selon ses amis, il n'était pas pour autant en état d'ivresse et avait la capacité de conduire son véhicule. Le 14 mai 2008, peu après minuit, Brandon quitte le campus pour rentrer au domicile de ses parents qui se trouvent à peu près 50 km de sa localisation. Il décide d'emprunter une route secondaire au lieu d'emprunter la route 68 habituelle afin d'esquiver les contrôles réguliers de la police à cette heure tardive. Sur le chemin, il perd malheureusement le contrôle de son véhicule et renverse sa voiture dans un fossé. Malgré le choc, il sort de là indemne. Il tente de réaliser plusieurs manœuvres pour sortir le véhicule du fossé en vain. Vers 2 heures du matin et après maintes tentatives pour joindre ses amis, il se décide à appeler ses parents avec son portable. Il leur indique alors qu'il a conduit sa Chevrolet Lumina et qu'elle se trouve dans un fossé dans lequel il est impossible de sortir la voiture. Il n'a pas été blessé et leur demande de venir le récupérer. À la suite de cet appel, ses parents Annette et Brian Swanson montent dans leur camionnette et se rendent sur le lieu indiqué par leur fils. Ils tentent tant bien que mal de le garder en ligne, malgré les coupures occasionnelles liées au manque de signal téléphonique. En attendant ses parents, Brandon est resté près de sa voiture et a tenté de leur envoyer des signaux en annulant et en éteignant ses phares par intervalles en vain. Ni Brandon ni ses parents n'ont réussi à se croiser. Brandon finit par abandonner et indique à ses parents qu'il quitte la voiture afin de se diriger vers les lumières qu'il aperçoit au loin, l'amenant à croire qu'il se situe près de Lynn, une petite ville à environ 11 km du sud-ouest de Marshall. Il explique à son père qu'il se dirige vers le parking d'un bar local et lui demande de l'y attendre. Son père, Brian, prend le chemin du bar et l'indique à son fils. Peu après 2h30 du matin et 47 minutes après le début de l'appel avec ses parents, Brandon interrompt soudainement sa discussion avec un « Oh merde !». Il est ensuite resté silencieux pendant le reste de l'appel jusqu'à ce que ses parents raccrochent et tentent de rappeler. Brandon n'a plus jamais été vu ni entendu depuis. À 6h30 du matin, ses parents inquiets signalent sa disparition à la police. Celle-ci leur conseille d'attendre son retour, puisqu'un tel comportement n'est pas rare chez les jeunes hommes de son âge. En effet, la police explique qu'il n'est pas rare que les hommes de cet âge-là restent dehors toute la nuit pour célébrer la fin des cours. Annette, la mère de Brandon, a également révélé qu'un des policiers avait déclaré que disparaître fait partie des droits de Brandon. Plus tard dans la matinée, la police de Lynn commence à chercher Brandon dans la ville et aux alentours sans trouver sa trace. Il demande alors au bureau du shérif du comté de Lyon de leur venir en aide. Pour cibler au mieux la recherche, le bureau du shérif réussit à obtenir les relevés du téléphone portable de Brandon, révélant que ce dernier avait appelé ses parents aux abords de Downton, la ville de State Highway 68, la route principale pour aller vers Canby, au nord-ouest de Marshall, se situant à peu près 40 km de la ville de Lynn. En cherchant dans cette zone, la police découvre la voiture de Brandon dans un fossé, longeant une route de gravier à la frontière du comté de Lincoln, située à 1 km de la fameuse route 68. Cette découverte implique alors le bureau du shérif de ce comté, Jack Wieseski, dans l'enquête. Celui-ci déclare aux médias que la Chevrolet Lumina de Brandon s'est retrouvée suspendue au sommet de la pente du fossé, pas assez sérieusement pour endommager la voiture, mais suffisamment pour empêcher les deux roues de toucher le sol de ce côté. Aucun problème mécanique n'a été décelé sur la voiture et en raison de l'herbe et du gravier alentour, aucune trace de pas n'a pu être trouvée, ne permettant donc pas de savoir dans quelle direction Brandon a commencé à marcher. L'appel qu'il a passé cette nuit-là à ses parents a transité par une antenne relais située à l'intersection des routes du comté 3 et 10 près du Minnesota et d'une autre ville de la route 68. Le 15 mai, l'enquête permet de préciser la localisation de l'appel dans un rayon de 8 km de l'antenne relais. Les chercheurs y ont concentré alors tous leurs efforts.
Une partie du territoire inclus dans ce cercle, comprenant le comté de Yellow Medicine au nord, les autorités de cette juridiction participent également à la recherche de Brandon. Le shérif du comté de Lyon remarque que depuis la zone de recherche, une lumière rouge au sommet d'un élévateur à grains de Downton pouvait être vue. Il pense alors qu'il est possible que Brandon ait aperçu cette lumière et ait pensé que Lind était à distance de marche convenable. Les recherches au sol sont complétées par des recherches aériennes. Des chiens de recherche sont également déployés par Minneapolis-Saint Paul. Une équipe de limiers du comté voisin de Condington, dans le Dakota du Sud, a fouillé également un sentier de 5 km qui suivait les routes de campagne jusqu'à atteindre une ferme abandonnée, puis le long de la rivière Yellow Medicine, jusqu'à la fin de sentier se jetant dans cette fameuse rivière. Le père de Brandon se souvient que son fils avait mentionné le fait de passer des clôtures et d'entendre de l'eau à proximité. Suivant aussi la piste de la noyade, des bateaux du département des ressources naturelles de l'État ont été déployés le long de la rivière et des quais y ont été installés. Dans certaines régions du comté de Lincoln, au moment de la disparition, la rivière était plus profonde de 3 mètres environ au moment des recherches, selon le shérif. Les adjoints du bureau du shérif ont également parcouru les rives de la rivière et des chevaux ainsi que des véhicules tout-terrain ont été déployés dans les environs. Les premières recherches ne permettant pas de retrouver Brandon, la plupart des efforts ont été interrompus. Le shérif a continué à parcourir les 3 km de la zone incluant la rivière Yellow Medicine pendant 30 jours. Les parents de Brandon persévèrent alors et continuent à chercher chaque nuit un signe de leur fils, espérant qu'il revienne et qu'il finisse enfin par être retrouvé. Les recherches ont repris à la fin de l'automne après la récolte des plants ayant été mis en terre peu de temps après la disparition de Brandon. Lors de ces recherches, les chiens suivent des odeurs de restes humains dans une zone du nord-ouest de Porter qui n'avait pas été fouillée auparavant, en vain. Après la fonte des neiges, les efforts de recherche reprennent et se poursuivent d'année en année jusqu'en 2017. À ce moment-là, au total, 320 km² de terrain avaient été fouillés. En 2010, le Minnesota Bureau of Criminal prend la direction de l'enquête. Il met alors en place une ligne téléphonique de signalement permettant en 2015 de recevoir plus de 90 pistes. À ce stade, alors que les recherches officielles ont repris, le cercle d'investigation se concentre sur Mud Creek, un affluent de la Yellow Medicine au nord-ouest de Porter. Différentes théories apparaissent alors. En effet, alors que la piste d'un chien de recherche se concentre sur la Yellow Medicine, et malgré les derniers mots prononcés par Brandon, Annette Swanson ne pense pas qu'il s'y soit noyé. En effet, après avoir suivi son odeur jusqu'à l'eau, le chien a continué de chercher de l'autre côté de la berge, puis sur une autre route de gravier et a continué vers le nord en direction de la limite du comté de Yellow Medicine où il s'est arrêté. Selon les déclarations de la mère, il n'y a vraiment rien qui indique qu'il est tombé dans la rivière. Brian, le père de Brandon, se souvient également que malgré l'alcool consommé plus tôt dans la soirée, son fils lui a pas semblé particulièrement désorienté ou confus lors de leur conversation téléphonique. Si on considère que Brandon est toujours en vie, plusieurs théories peuvent expliquer sa disparition bien qu'elle semble peu probable. Il aurait pu disparaître intentionnellement bien que ses parents ne croient pas qu'il aurait pu faire cela. Le shérif a déclaré qu'il ne pouvait pas exclure un acte criminel même s'il n'y avait aucune preuve. Quelqu'un aurait pu se cacher dans l'obscurité et l'avoir comme cela, a-t-il ajouté. Cette affaire a donné naissance à la loi Brandon. En effet, après les recherches, Annette, la mère, était toujours choquée par la réponse initiale de la police de Lind lui indiquant que son fils avait le droit de disparaître après leur avoir indiqué son âge. « Je suis sa mère et je savais bien que quelque chose clochait dans cette histoire », décrète-t-elle plus tard. Son mari Brian et elle-même ont ensuite commencé à faire pression sur la gouvernance de l'État pour instaurer des changements dans la loi afin que tout signalement de disparition d'un adulte entraîne systématiquement l'ouverture d'une enquête, tout comme dans le cas de signalement de disparition d'enfants. Annette, la mère, rencontre alors dans un restaurant local Marty Sefer, un membre du gouvernement siégeant à la Chambre des représentants de l'État de l'époque, dont le district comprend la ville de Marshall. Ils parlèrent des problèmes qu'Annette Swanson avait rencontrés avec la police en signalant la disparition de son fils Brandon. Elle savait que cela n'aiderait pas le cas de la disparition de son fils, mais que cela pourrait aider d'autres signalements à venir, a expliqué le membre du gouvernement en 2015. Suite à cela, il a ainsi présenté un projet de loi intitulé Loi de Brandon, voulant modifier la loi régissant les signalements de disparition d'enfants afin de remplacer le mot enfant par personne. Cette motivation a rencontré une importante résistance de la part des forces de l'ordre de l'État lorsqu'elle a été étudiée en commission.
Cette résistance était en partie liée à l'intrusion dans la vie privée d'une personne, en particulier en ce qui concerne les téléphones portables, a déclaré le Marshal indépendant. La technologie liée au cellulaire était encore émergente à l'époque, il y avait donc des discussions au sujet de la confidentialité et à partir de quel moment la police peut ou ne peut pas accéder aux données d'un téléphone. Un projet de loi complémentaire a été présenté au Sénat de l'État de Minnesota, les deux chambres parlementaires ayant adopté le texte à l'unanimité en mai 2009. Le gouverneur Jim Pawlenty promulgue la loi, accompagné des parents de Brandon et de leur fille Janine. Ce changement exige également que la police, en plus de déterminer dans son enquête préliminaire que la personne signalée est effectivement portée disparue, détermine si cette personne se trouve potentiellement en danger. Elle doit aussi informer rapidement les autorités locales à proximité. La loi de Brandon précise également que l'établissement recevant la déposition du signalement est celui qui doit prendre en charge l'enquête. L'absence de cette distinction ayant en effet créé plusieurs problèmes dans les phases ultérieures de la recherche initiale de Brandon lorsque 3 comtés différents étaient impliqués. La police n'est alors plus autorisée à refuser un signalement même si elle pense qu'aucune activité criminelle n'est impliquée. Si la dernière fois que la personne a été vue il y a eu peu de temps, s'il est possible que la personne ait disparu intentionnellement ou en l'absence de lien entre la personne disparue et la personne signalant la disparition. À la suite de la signature du gouverneur, la loi est entrée en vigueur début juillet 2009. 4 autres États ont adopté des lois similaires. Marty Sefer a quant à lui quitté son poste au gouvernement en 2010, mais il a toujours en sa possession le stylo utilisé pour signer le projet de loi Brandon. Je considère cette avancée comme l'un des projets de loi les plus importants que j'ai rédigés au cours de mes 14 ans de siège. À la suite de cette affaire, les parents de Swanson ont réussi à faire pression sur la législature de l'État du Minnesota pour qu'elle adopte la loi de Brandon, exigeant que la police entame rapidement des recherches, même lorsqu'il s'agit d'adultes disparus.